Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Marie Coatantiec, chef de projet architecture et urbanisme au sein de FIBOA Île-de-France. FIBOA Île-de-France, c'est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois et notre rôle en tant qu'association régionale, c'est de fédérer les acteurs économiques de la filière, de ce qu'on considère comme étant l'amont, la gestion forestière, la transformation du bois, également la mise en œuvre sur chantier. On a également un gros pôle lié au bois et énergie, également la formation, puisqu'on a nombre de projets également qui sont en tension sur le secteur. Et je tiens à souligner également de la part de FIBOA Île-de-France qu'on est absolument ravis d'être partenaire de cette nouvelle édition au Forum Bois Construction. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est toujours également un grand plaisir de voir les acteurs qu'on accompagne au quotidien pouvoir témoigner de leurs projets. Cet atelier, donc B6, densification et pavillonnaire, finalement, dans le cadre du forum, c'est une thématique qui a assez peu été traitée auparavant. Et justement, au regard des projets qui sont présentés ce jour, l'idée c'était de pouvoir aborder la notion de densification, de pouvoir la re-questionner également dans des contextes qui sont très différenciés, vous le verrez. On va vous amener à voir des projets qui se déploient de la région de Dijon, en passant par la région parisienne, des abords d'une forêt également, d'un pavillon de banlieue et du cœur du centre de Paris. On parle souvent de densité voulue, désirable et désirée. Et je pense que c'est, sans vouloir conclure bien avant le début, l'objectif qu'ont poursuivi les équipes qui nous accompagnent. L'une des grosses forces également de cette présentation, je dirais, c'est la complémentarité entre la présence de la maîtrise d'ouvrage, parfois et très souvent très engagée sur les projets qu'on va pouvoir vous présenter, et également l'expertise de la maîtrise d'œuvre et des entreprises qui ont mené à bien ces projets. Je vous donne un petit aperçu de la manière dont ça va se dérouler. On aura les présentations qui vont succéder. Et entre chacune d'entre elles, n'hésitez pas à poser des questions aux intervenants et on conclura par une table ronde. Je ne vais pas être plus longue que ça pour donner la parole aux intervenants, mais que je présente tout de même en premier lieu. On commencera par le projet Maison Intramuros à Saint-Jean-de-Perse à Dijon. On sera accompagné de monsieur Pierre Pribetif, qui est député de la Côte d'Or. Vous avez également été conseiller municipal à Dijon. Et vous êtes accompagné de l'agence dijonnaise, donc Véronique Fleurer et Guillaume Bouteille, cofondateurs de l'agence Studio Moustard, agence dijonnaise. Ça ne s'invente pas, je pense, au regard du nom. Et vous allez nous présenter ce projet. Ensuite, on ira du côté d'Aubervilliers avec donc Benjamin Loiseau. Vous êtes architecte, docteur en architecture. Vous avez également une très forte expertise en co-design et allez nous présenter ce projet qui traite davantage, je dirais, d'un sujet d'absorption en vue d'une densification et également d'un habitat soutenable et durable. On repassera ensuite du côté de la ville de Dijon avec l'agence Godard et Roussel. Donc, Pierre Roussel, évidemment cofondateur de l'agence, accompagné de monsieur Paul Godard. Ensuite, on part en lisière de forêt avec le projet éponyme, effectivement, La Lisière, cette maison en bois du côté de Barbizon, en compagnie de monsieur Alphonse Sartou, donc cofondateur de l'agence Sigu, qui déploie une expertise en architecture, en installation et également en design. Et vous serez également rejoint par Justine Culioli, qui est fondatrice de MA et qui déploie son activité en promotion immobilière, en développement également. Et on finira par le projet 50 logements Cours des Lianes, en compagnie de madame Vanessa Kranz d'Ogic Île-de-France, également de monsieur Adrien Mondine, donc cofondateur de l'agence Oyapoc. Et pour débuter cette séquence et de questionner justement la notion de densification, je vais vous donner la parole, monsieur Privetich, peut-être pour introduire cette séquence et également le premier projet. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de poser un problème auquel sont confrontés l'ensemble des élus de notre territoire et au-delà de la France, de l'ensemble des pays européens, par rapport à la nécessité d'apporter des réponses aux préoccupations, aux volontés, aux objectifs de nos concitoyens. J'ai été durant 24 ans adjoint au maire de Dijon en charge de l'urbanisme et premier vice-président de la métropole en charge de ces problèmes. Et la question qui est posée ici, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte que dans une ville, on puisse à la fois apporter à nos concitoyens de la densité douce, mais aussi qu'on évite l'étalement urbain et de répondre à ces problématiques dans des espaces urbanisés bien souvent très denses. Et donc, je suis ravi et très fier que deux projets que j'ai initiés, le premier qui était la maison dans tous ses états et qui va être présenté donc par Studio Mustard, et le deuxième qui était en référence au centenaire du Bauhaus, Bellhaus, donc c'est un peu déformé, mais aussi qui était une réponse en essayant aussi de répondre à la fois à ces problématiques de logement,
d'accessibilité du logement, qu'elle soit sur le plan financier et aussi à une réponse à nos concitoyens, mais surtout dans une région comme la nôtre, en Bourgogne-Franche-Comté, une capacité à structurer une filière, des filières autour de la production de logements en utilisant un autre matériau, à la fois le bois, mais aussi, on le verra pour l'isolation, là aussi une utilisation intelligente du carton avec ce qui a été fait pour partie, mais les architectes l'exposeront mieux que je ne le fais. En tout cas, je pense que, et je suis ravi en fait de la participation à cette session, c'est une des difficultés de l'ensemble des élus de notre territoire qu'essayer de répondre à un problème qui commence à monter en puissance, c'est-à-dire un logement, une dignité et aussi une accessibilité, et notamment en centre-ville. Parce que pour notamment des villes moyennes et des villes plus petites, c'est la problématique d'insérer dans le tissu urbain une accessibilité de logement, à la fois dans des parcours d'accession abordables, mais aussi de locatifs à loyer modéré. Et donc, dans les deux réponses auxquelles que j'ai initiées, puisque sur Dijon, en l'espace de 24 ans, nous avons fait construire plus de 18 000 logements, donc une construction importante. Et cette réponse me paraît être une réponse d'avenir, certes onéreuse, certes qui nécessite une volonté politique, mais en tout cas, je suis ravi pour avoir inauguré au moins la première et bientôt la seconde, qu'on arrive au bout de l'exercice. Et je vous recommande, dès l'élection municipale passée, de faire en sorte que la construction en bois puisse trouver sa place dans la réponse à la fois à la densification douce, mais une capacité aussi d'offrir ce que beaucoup de nos concitoyens souhaitent, à savoir une maison et un espace de verdure, de jardin. C'est important, c'est une solution qui est complexe, dans une équation économique bien souvent un peu plus onéreuse, mais qui a la vertu de croiser et d'être le point de concours de beaucoup d'aspirations. Et donc, je ne vais pas être plus long, et si les équipes d'archi que j'ai soutenues le souhaitent, je pourrais intervenir. En tout cas, ravi de voir que deux projets qui répondaient à des préoccupations de l'équipe municipale puissent trouver en fait place dans cette problématique qui va prendre de la place dans la suite, dans l'avenir, c'est-à-dire comment offrir en gros une maison en centre-ville en essayant de conjuguer à la fois le développement durable, la transition écologique, l'accessibilité, la marche à pied, les mobilités douces, dans un univers où la réponse, bien souvent, est assez classique, c'est-à-dire d'avoir de la densité très importante, qu'elle soit en bois, voire en béton. En tout cas, on aura l'occasion, dans cet échange, de vous montrer comment deux approches sur deux tellement très différents ont été en capacité d'offrir une réponse. Studio Mustard d'architecture, on est venu à 3 parce que c'est un projet qu'on aime beaucoup à l'agence et qu'on a porté de longues années de chantier, Covid. Enfin, c'est un chantier qu'on a vraiment tous porté et dont on est assez content du résultat parce qu'aujourd'hui, il vit bien et les gens sont contents et heureux dans ce petit quartier. Allez, on vous le présente. Donc, c'est un quartier, en fait, c'est un projet qui a été initié par Pierre Pribetich. On le remercie pour son engagement et pour le suivi des projets que tu faisais, qui nous a permis de mettre en place des choses quand même assez ambitieuses à Dijon. Et donc, c'est un quartier qui a commencé par une étude faite par Dijon Métropole de la maison dans tous ses états, qui explorait finalement les formes de maison. C'est quoi une maison individuelle en ville aujourd'hui? Et de se dire que, en effet, l'enjeu, il était de conserver des familles en place, d'éviter les départs du centre-ville, l'étalement urbain, les allongements de trajets, etc. Et de profiter de terrains encore libres à Dijon pour trouver cette typologie qui est quand même assez rare en centre urbain. Et donc la question qu'on s'est posée à l'agence, évidemment, c'était déjà c'est quoi une maison en ville aujourd'hui, et puis c'est quoi un lotissement dont on a tous une image un peu négative, hein. On a tous ces images d'entrée de ville avec ces maisons toutes identiques et des quartiers qui vivent pas forcément très bien. Et puis c'est quoi une densité acceptable pour un lotissement, pour de la maison de ville? Alors, on est dans un quartier très années 90, vous pouvez le voir sur
Sur ces images, on a des immeubles construits comme des gros pains de sucre hyper massifs, hyper compacts au milieu de leur parcelle. Et on vient créer un morceau de ville, finalement, avec un programme de 40 maisons individuelles, 40 logements. Le programme est assez flou, il nous permet d'inventer un peu et on propose de construire des maisons individuelles et des maisons individuelles superposées pour obtenir une densité qui soit acceptable. Et finalement, on cherche à créer, à se demander ce que c'est qu'un pavillonnaire. Alors évidemment, on pense à la maison individuelle, on pense à l'envie de jardin, l'envie d'une cour pour pouvoir d'un espace qui soit en même temps assez intime et puis en même temps qui permette d'aller papoter avec ses voisins, d'avoir une vie de quartier. Et puis on est dans ce quartier qui s'appelle la Toison d'Or, à proximité d'un centre commercial, dans lequel c'est quand même assez rare de croiser un piéton. Et on se dit que finalement, d'habitude, on essaie de tisser des liens, de prolonger les tissus urbains. Et là, on a envie de créer un petit microcosme, un petit quartier, un peu campagne. La campagne à la ville, qui marche en autarcie, c'est un grand mot, mais en tout cas qui est assez finalement autonome. Et on arrive comme ça à conjuguer deux types de bâtis, donc ces maisons et puis cette maison qu'on vient superposer pour avoir une densité suffisante en fait. Et puis on se questionne du coup sur les rapports d'une maison à une autre. Alors on commence à essayer de les accoler en bande évidemment, et ça donne des tissus très rigides. Ça nous fait un peu peur. Et finalement on vient disposer ce bâti comme un jeté de dés. C'est ce côté aléatoire dont on avait vraiment envie pour retrouver un aspect assez sédimentaire. Ce côté village, je passe directement à la coupe et à la façade du quartier, puisqu'on voit vraiment ce côté agrégat, ces bâtiments qui sont disposés dans la pente et qui nous permet comme ça d'avoir des points de vue toujours très singuliers. Donc on voit ici les deux types de bâtis, j'en parle déjà parce qu'en fait on joue avec des maisons bois et des maisons bois qui viennent se poser sur un socle en béton. Et on voit que ce socle en béton, finalement, il nous sert à engraver certaines maisons dans la pente. On a une pente qui est quand même assez forte sur l'ensemble du site. Et ce rez-de-chaussée, béton, il nous permet d'asseoir et de jouer finalement sur des niveaux qui sont presque enterrés. Et donc, on a ces petites maisons en bois qui viennent se poser dessus. On a là les deux typologies. On a joué à installer du T3, T4, T5 en simplex ou en duplex, mais toujours dans le même module de maison. On a une grande envie de construire en bois. On est juste avant le Covid. Financièrement, c'est serré, mais on se dit qu'on va y arriver. Et on arrive à créer cette petite maison qui est toujours sur la même emprise, toujours la même façade. Et on se dit qu'en préfa, finalement, ça va le faire. Alors, on lance un appel d'offres. Et heureusement, je vais vite passer aux photos de chantier. On lance un appel d'offres et finalement, c'est un groupement Bourgogne-Franche-Comté qui nous répond avec des entreprises du Haut-Doubs, du Jura et de Côte-d'Or et qui nous propose en fait de travailler en construction hors site. Enfin, ils ne nous proposent pas de travailler, c'était forcément de la préfa. Mais en tout cas, ils répondent avec une entreprise qui est vraiment spécialisée, qui a une chaîne de production efficace dans le Haut-Doubs, une filière qui commence à se structurer en Bourgogne-Franche-Comté, mais qui est vraiment, il y a quelques années, pas encore pas structurée encore. Et donc, on arrive comme ça à avoir une entreprise qui fabrique et deux petites entreprises qui posent. Et c'était une volonté du projet, c'était de se dire qu'on souhaitait vraiment qu'on n'ait pas forcément de majors qui nous répondent. On était en lots séparés et ce groupement d'entreprises était très intelligent et nous a permis de sortir le projet en l'état et dans les prix. Donc on est sur des éléments préfabriqués, façade et toiture. Hop, je vais arriver aux photos de chantier. Une entreprise qui préfabrique tout, deux qui posent et l'entreprise Simonin qui nous fournit les planchers en madrier de bois et du sapisol, panneau de toiture qui nous propose une portée suffisante pour pouvoir assurer un pan de toiture entier. Voilà. Alors, on est un peu bête parce qu'on n'a pas mis de photo de l'insufflation de watts, alors que c'était quelque chose de très intéressant dans le projet. On vient arriver avec ces panneaux préfa. On est encore d'état séparé, donc on a choisi, le menu extérieur arrive après. On est sur une préfabrication vraiment de la structure et on vient insuffler ensuite sur site
cette Watt de carton, qui est une entreprise qui est basée vers Chalon-sur-Saône et qui récupère des cartons déclassés de l'entreprise voisine, qui les broie, et une entreprise d'insertion, ici c'était ID21 par exemple, entreprise d'insertion dijonnaise, qui est venue insuffler dans les parois la Watt de carton, avec un problème, en tout cas un tassement auquel on a été hyper attentif, parce que c'est assez délicat que la Watt soit homogène dans l'ensemble de la paroi. Voilà, donc on voit ces photos de chantier. On offre ainsi des logements qui restent confortables et puis qui ont toujours des vues très changeantes, parce que finalement, chaque maison est différente. On est venu les recouvrir d'un bardage. Alors, on était en vert, en gris, en rose. Et puis, Pierre Pribetti, je voulais absolument une maison dorée. Alors, on l'a faite. On en a quelques-unes. Et finalement, c'est la diversité des situations qui fait que chaque maison est vraiment une entité, est vraiment toujours très particulière. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un quartier qui vit plutôt bien. Les gens se connaissent. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que cette recherche justement sur la densité, c'était vraiment de faire en sorte, par ce jeu qui a l'air aléatoire, mais qui en fait était un vrai casse-tête. C'était très compliqué de disposer ces maisons pour éviter les vis-à-vis. On a toujours évité les vis-à-vis entre pièces principales, entre terrasses. Et donc, on a des points de vue qui ne sont jamais frontales, qui sont toujours décalés. Et ce jeu de maisons superposées, en fait, on les superpose, mais on les décale pour que la terrasse de l'un ne donne jamais sur la terrasse de l'autre. Et qu'on ait comme ça une complémentarité entre des cours. Chacun a une cour qui va donner sur la rue, dans laquelle on est enclin à bricoler, à faire du vélo, à nettoyer sa voiture, pourquoi pas, mais en papotant avec le voisin. Et puis un jardin qui, à chaque fois, se retrouve un peu en cœur de quartier, plus intime et plus protégé. Je vous remercie pour cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle ? Moi, j'en ai une en réalité. Vous avez évoqué, lorsqu'on a préparé cet atelier, la nécessité d'avoir une filière qui soit en capacité, et notamment des entreprises, de répondre. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la manière dont les choses se sont montées éventuellement ? Oui, tout à fait. C'est vrai que il y a évidemment, on a des filières bois dans le Jura, dans le Morvan, mais en même temps, construction bois à Dijon, c'était en tout cas à l'époque pas encore totalement développé. Donc c'est vrai qu'on était un peu partagés. On n'avait aucune envie d'avoir de la préfa qui vienne de l'autre bout de la France. Donc on s'est vraiment posé la question au moment de l'appel d'offres de savoir ce qu'on allait pouvoir mettre en place pour que ce soit des petites entreprises locales qui puissent répondre. Et finalement, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, ce groupement, il a vraiment permis de répondre en même temps à l'échelle, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais 40 logements, dont 16 en accession aidée à la propriété, et donc 24 logements sociaux. On a une dizaine de logements BEPOS dans cet ensemble. Et c'est vrai que c'est quand même une échelle, un chantier qui devait être assez rapide. Donc finalement, c'est une échelle qui est un peu trop petite pour les majors et puis un petit peu trop grande pour les petites boîtes. Et donc ce groupement avec qui on a travaillé nous a vraiment permis de sortir le projet, parce qu'on a eu une grande phase de négo, évidemment. C'était possible avec le bailleur. En marché public, on n'est plus contraint. Là, c'était quand même un peu plus ouvert. Et ils nous ont proposé des optimisations, notamment ces panneaux de toiture qui nous ont permis de gagner en efficacité, en temps de chantier, en coût. Parce qu'au départ, c'est un appel d'offres qui est sorti avec 25% de dépassement. Et donc, on a vraiment dû travailler avec eux pour trouver des modes constructifs qui soient les plus optimums possibles, mais sans rogner sur la qualité des maisons. Et c'est vrai que les éléments préfabriqués qu'a apporté Simonin ont vraiment été d'une grande aide, parce que finalement, c'était assez efficace. C'était des choses... les planchers bois, par exemple, nous, on était partis sur les planchers classiques sur Bastin. Et là, c'est vrai que le fait d'être en massif, ça apporte une qualité. Et en même temps, c'est assez rationnel au niveau des coûts. Bonjour, on voit des maisons assez épurées avec juste la gestion des eaux. C'est des chéneaux qui sont encastrés. Enfin, comment vous l'avez géré? En fait, on a des chéneaux encastrés, en effet. Et on a des gouttières en se disant que sur du logement, finalement, on accepte ce genre de détails, que ce genre de détails ne soit pas forcément caché, qu'on le voit. Et on a ensuite tout un système d'infiltration, en fait.
Alors c'était un vrai casse-tête parce que infiltration à la parcelle, vu l'exiguïté des différentes parcelles, c'était pas possible, c'était complexe. Et donc on est venu créer une zone en fait d'infiltration qui est mutualisée à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'ensemble du tènement. Voilà, on vous rassure, depuis les photos qu'on a prises par drone, là, ça a un peu poussé. Des grimpantes partout, et heureusement les arbres ont poussé. Si je peux me permettre, au-delà en fait de l'aspect constructif en bois, par rapport à la filière, ce qu'a évoqué Véronique, il y a aussi un projet social derrière. C'est-à-dire, pourquoi avoir, entre guillemets, exigé des couleurs dorées, vert, turquoise et autres. C'est que l'idée, c'est aussi, comme suivant le soleil, le caractère aléatoire permet aussi d'identifier visuellement une forme différente quasiment pour chaque maison. Et cet élément est un élément important pour nos concitoyens. C'est-à-dire que ça correspond aussi, sur les 40 maisons, 16 en location-accession, c'est-à-dire une capacité pour nos concitoyens à louer dans un premier temps pour constituer ensuite une capacité à acquérir la maison dans un processus sécurisé sur le plan financier. Donc il y avait à la fois l'aspect économique d'arriver à structurer la filière de création depuis le Morvan, voire le Haut-Doubs, mais avec toute une chaîne pour arriver à la construction et à la construction bois, mais aussi le projet social d'insérer en fait 40 maisons dans un espace dont la densité était naturellement beaucoup plus forte, mais avec une appropriation très forte des locataires, des propriétaires sur leur propre logement. Donc on a toute la déclinaison de ce qu'une adjointe ou un adjoint ou un maire d'une commune de taille moyenne souhaite, c'est-à-dire à la fois des maisons, parce que c'est une demande très forte de nos concitoyens, une densité acceptable, 50 logements à l'hectare, ce qui est déjà une densité importante, notamment en milieu périrural, voire rural, et aussi une volonté d'avoir une appropriation individualisée de la maison parce qu'elle a une forme, une couleur, une orientation, et en fonction au fait du soleil, ça donne aussi. Véronique n'a pas présenté en fait l'intérieur qui est aussi modulable, c'est-à-dire aussi d'adapter ce qui est avec deux typologies et qui permet justement de trouver en fait, de couturer à la façon de la structure familiale une maison qui correspond à la fois à une volonté et à une envie. Oui, c'est vrai que j'ai zappé ça. Mais finalement, comme on a exactement la même emprise pour un T3, T4, T5, c'est finalement le vide sur séjour qui va jouer la différence. Et donc, en structure bois, on a les attentes et on a les fenêtres. La double B, là, on peut l'ouvrir en hauteur si jamais on souhaite étendre sa maison, créer des chambres supplémentaires. On peut combler ce vide de plancher et venir trouver une fenêtre là qui est déjà là en attente. Et de la même manière, on a les structures en attente qui permettent aux habitants de faire évoluer leur logement. Ou aux bailleurs d'ailleurs, suivant la demande. Je vous remercie pour cette présentation. Il y a un véritable enjeu justement à pouvoir conserver une population au sein d'une ville et de pouvoir proposer des formes d'habitat qui soient soutenables, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et c'est la transition, je dirais, que je ferai avec le projet qui arrive juste après, effectivement. Je vous donne la parole, monsieur Benjamin Loiseau. Oui, alors moi je vais vous présenter, je pense, le plus petit projet qui sera présenté à l'ensemble du forum. C'est un pavillon individuel à Aubervilliers. Alors vous connaissez certainement Aubervilliers. C'est un territoire que moi j'aime beaucoup parce que c'est un territoire proche de Paris, mais où il est encore possible d'expérimenter. Où il est encore possible de faire plein de choses, où il y a encore plein d'opportunités. La photo que vous voyez là, c'est donc un pavillon des années 30, comme vous pouvez le voir. C'est plus qu'un projet d'architecture pour moi, c'est aussi un projet de vie. C'est-à-dire que quand j'ai acheté ce pavillon à titre personnel, en tant qu'architecte, je l'ai acheté avec ma femme, qui est architecte aussi. Et le hasard de la vie a fait que quand on a démarré le chantier, on attendait aussi un enfant.
Donc on habitait dedans, on a fait le chantier, et on a fait le chantier, mais on a aussi fait, à l'issue de ce projet, je suis aussi devenu contractant général. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait de la conception à la réalisation. On avait des moyens limités, donc on a fait ça avec ce qu'on a pu, donc vraiment avec les petites entreprises qui peuvent répondre à ce type de projet. Et pour la petite histoire, donc l'entreprise qui a bien voulu faire ce projet, dans les prix serrés qu'on lui proposait, n'était pas du tout quelqu'un qui s'est spécialisé dans le bois. C'était un maçon kabyle, on a travaillé avec toute la communauté kabyle, qui a bien voulu faire le pari de partir avec moi pour faire ce projet en maison en ossature bois. Sachant que les maçons, souvent, sont des gens qui connaissent bien le bois, parce que c'est des gens qui font du coffrage. En fait, pour lui, c'est 2 fois plus facile, il fait juste le coffrage. Il n'a pas besoin de couler de béton, c'est déjà fini. Donc vous voyez ici le chantier un peu à mi-parcours déjà. C'est-à-dire que vous avez ce pavillon, encore une histoire très alberti-villarienne, qui était au moment où on emménageait dedans, c'était avant un marchand de sommeil avec 2 lits doubles dans chaque chambre, avec, comme vous voyez, ces grands murs en parpaing qui étaient assez... En Vermont, il fallait vraiment se projeter. Donc il y a cette idée de retrouver le pavillon existant, de le garder tel qu'il est, on n'a rien touché à l'intérieur, et on va juste l'envelopper avec une belle ossature bois. Donc vous voyez là la vue depuis le jardin. La première chose qu'on a faite quand on a aménagé là-dedans, c'était de peindre ces 2 grands murs en parpaing là, qui étaient un peu durs. Un grand coup de blanc, un filin tous les mètres pour la végétation. Et on va rendre ce mur un peu dur, en le transformer en cocon végétal. On va prendre 6 mètres sur le jardin pour faire un beau salon. Et ensuite, on va aller envelopper la maison. Un des grands défis de ce projet, ça a été de dire, oui, on est dans un petit pavillon, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, nous aussi, comme j'ai vécu et travaillé quelques années à New York, et là-bas, une des réflexions que j'ai adorées, c'était un de mes patrons là-bas me disait, mais si je peux avoir un bout de verre à toute hauteur, pourquoi pas le faire? Ce qui est un peu pas pour du logement, c'est pas tout à fait comme ça qu'on pense en France, mais en fait, cette expérience du verre total, quand on est dans le logement, quand on n'a pas de vis-à-vis, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, et c'est quelque chose qu'on a essayé de faire. Donc là, le vrai défi, un des gros défis, c'était de dire, dans un budget contraint, avec peu de moyens, là on est au même coût qu'un pavillon en parpaing finalement. On peut, oui, avoir du bois, on peut, oui, avoir de la qualité spatiale. Les fenêtres que vous voyez là, elles viennent, c'est la seule chose qui n'est pas locale, elles viennent du Portugal, elles sont venues en camion. Et elles sont en triple vitrage. Et une des difficultés, ça a été de ramener ces gros bouts de verre. Là, vous voyez le bout de verre qui se balade, il fait 3,10 m par 2,50 m en triple vitrage. C'est quelque chose qui pèse très lourd. Donc il y a toute une ingénierie administrative et sociale là, pour que notre voisin accepte d'avoir une grue qui soit chez lui le temps d'une journée. Enfin, ça a duré 2 jours en réalité. Qu'on puisse monter ces grands morceaux de verre depuis son jardin sur notre parcelle pour ensuite les monter. Donc le pari, c'est de dire que oui, avec assez peu de moyens, oui, dans un environnement très contraint, on peut quand même avoir des choses ambitieuses, on peut quand même avoir une vraie qualité architecturale, une vraie plus-value architecturale, et que finalement l'âme... La plus-value architecturale, elle n'est pas forcément dans des matériaux clinquants, pas forcément... Bon, je sais qu'on va parler des convaincus ici, mais on a essayé en tout cas de faire cette démonstration ici. Vous avez ici la vue sur rue, où vous voyez bien ce pavillon qu'on a vraiment conservé au maximum, sachant qu'à l'époque du chantier, nous on vivait dedans, donc c'est un logement personnel, un logement familial, mais c'est aussi mon bureau d'architecture. On fait partie, je crois, j'ai reçu une liste comme ça. Je crois qu'on est 4 agences d'architecture inscrites à Aubervilliers, une ville de presque 100 000 habitants. Alors on est très peu. J'espère travailler là-bas un jour autrement que pour ma maison. Mais donc pour vous dire que on n'est pas du tout à Pantin ou à Montreuil, où finalement la communauté des architectes a déjà beaucoup investi. Là, on est vraiment dans un terrain où en fait tout reste à faire, donc je vous invite à nous rejoindre, on sera heureux de vous accueillir.
Je vous raconte ça pour vous dire qu'en tout cas, depuis que ce pavillon est construit, il y a vraiment même un changement de point de vue. Les gens dans la rue se disent « Ah ben en fait oui, on peut aussi dans ces quartiers-là avoir des choses des choses voilà, qui donnent envie de voir de l'architecture. » Vous avez la vue intérieure. Vous voyez là, cette photo, je l'aime bien parce que vous avez vraiment l'intersection entre les deux. Vous avez ce pavillon existant avec ce mur en briques. Vous avez cette volée d'escalier qui était donc un volet d'escalier extérieur historiquement. Donc on a gardé vraiment le volet béton avec au bout la fenêtre, la porte qui était une porte extérieure. On a juste coulé un voile sur le côté. Et autour de ce voile, en escargot, on a fait continuer un escalier béton. Et ensuite, tout le reste, comme vous pouvez le voir, est en bois. Voilà le projet terminé. Donc, une des grosses contraintes de ce projet a été cette double hauteur, qui est un peu la marque architecturale de ce projet. Évidemment, c'est une belle opportunité pour l'espace, mais ça faisait partie aussi des contraintes qu'on a dû gérer. C'est-à-dire que cette parcelle est très particulière, comme beaucoup de parcelles à Aubervilliers. Vous avez 2 murs de 5 mètres sur une largeur de 7 mètres, donc vous êtes un peu engoncé sur le terrain. Donc, si on n'avait pas fait cette double hauteur, finalement, on aurait été vraiment dans un espace assez fermé. Donc, cette double hauteur nous a vraiment permis de ramener un peu de ciel, ramener un peu d'ouverture dans un projet qui aurait été peut-être plus sinon un peu fermé. Vous voyez qu'on essaye autant que faire se peut de travailler sur les matérialités naturelles. Donc, vous avez ici du bois, vous avez du béton. On l'a baptisé la maison bois-béton. Vous avez de l'enduit à la chaux. Et donc, tout un travail de matériaux naturels pour une architecture finalement assez intemporelle. La grande qualité, je crois, de ce projet, c'est qu'elle parle de cette architecture, c'est qu'elle parle finalement à tout le monde. Moi, j'ai ma voisine qui est pas du tout architecte et qui est plutôt a une mauvaise image des architectes, comme la plupart des gens. Hein, vous vous souvenez que c'est l'insulte finale du premier acte de fin de partie de Beckett, architecte. Et là, finalement, ce qui m'intéresse avec le bois, c'est que, il me semble que nous, en tant que professionnels de la construction, on est plutôt d'accord pour dire qu'il y a des qualités architecturales dans ce type de construction, mais c'est aussi des projets qui vont parler à ma voisine qui a plutôt une mauvaise image d'habitude d'architecte. Donc ça, c'est un des gros paris que je trouve qui est réussi avec ce projet qui me plaît. Voilà, bon, alors ensuite, vous avez des vues du chantier. Donc la mezzanine, vous êtes vraiment dans une vue du quotidien. Cette photo, je vous la présente aussi rapidement pour vous voyez en fait tout le travail qui a été fait de couture urbaine. Vous voyez ce qui m'intéresse, vous voyez à gauche de l'image, au milieu, vous avez encore la trace de la toiture. Et donc ce lien qui a été fait, donc là on est vraiment sur la partie surélévation, où on va juste enlever la toiture, refaire un plateau, et on va se poser dessus. Donc c'est un travail assez complexe en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, de tout détruire, tout refaire. Mais là l'idée c'est de dire, non, on va pas faire ça justement. On va garder la trace du passé. C'est ça aussi qui fait la qualité de ce projet, c'est qu'on n'est pas dans une maison neuve, on est sur une maison qui a une histoire avec ses strates. Et c'est ça aussi qui fait ces bizarreries qui font la beauté de ce projet. Voilà. Donc ça c'est mon bureau. Encore une fois, un peu comme tu as fait à Dijon, on n'avait pas les moyens de tout construire, donc c'est un plateau complètement libre, de 70 mètres carrés quand même, mais les attentes sont là, on a dédoublé les prises électriques, on a dédoublé le réseau électrique pour pouvoir, si un jour, si la famille s'agrandit, etc., pouvoir ajouter des chambres, pouvoir ajouter une salle de bain, pouvoir ajouter un sanitaire. Tout est prêt. Donc en fait, on a fait une espèce d'enveloppe possible. Donc, on a construit le plus haut possible que nous permettait le plan local d'urbanisme. On a fait un grand plateau ouvert et on verra un jour si on peut l'utiliser ou pas. Mais en tout cas, il y a ce luxe d'espace, sachant qu'on est sur des moyens assez vraiment sur une variété très minimale, hein, parce que le sol c'est un plancher, c'est pas un parquet.
Le plafond, il est brut, il n'est pas poncé. Donc on est vraiment sur des choses un peu brutes de chantier. Mais comme elles sont composées, c'est presque ça qui fait partie de l'esthétique, c'est le parti pris. Donc là, on essaie de faire en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire d'une pierre deux coups. Et une dernière vue pour rêver un peu sur l'avenir, c'est ce grand toit terrasse où on a. Alors ça, c'est une des choses magiques à Aubervilliers, c'est que la mairie nous favorise, un peu comme à Paris maintenant, je crois, la création de toitures terrasses. Et donc, on peut, sur le toit, avoir une vue à 360 sur la ville, et donc avoir une vue, avoir un horizon, ce qui est vraiment un luxe aujourd'hui en ville. Avoir ce coucher de soleil, avoir la vue qui part. Et donc, je finis sur cette image un peu poétique, c'est que ce petit pavillon, donc nous, on avait dessiné en tant qu'architecte, il a inspiré un artiste d'Aubervilliers. Et il m'a proposé de faire une œuvre d'art sur la terrasse. Et donc c'est Bertrand Séguer pour le citer. Et donc a proposé ce missile. Ce missile, donc c'est ce toit terrasse, cette maison qui est devenue un peu une station spatiale pour aller vers l'espace. Donc voilà une des façons de proposer un peu de transformation du pavillonnaire en proche banlieue. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benjamin pour cette présentation. Je m'adresse à vous, auditoire. Est-ce que vous avez des questions sur le projet ? Et j'en profite également, je vais vous prendre la question pour demander, normalement il y a également, je crois, des étudiants qui se font relais. Je ne suis pas sûre de pouvoir monter, faire des allers-retours dans toute la salle. Je le ferai si nécessaire. David Bourreau, photographe d'architecture, et puis chercheur entre autres en low-tech pour l'énergie. Alors déjà bravo Benjamin pour cette magnifique réalisation. Jonas Tophoffen m'en a beaucoup parlé, ça l'a beaucoup marqué du forum. J'avais une question au sujet de la structure. Comment ont été faits les calculs, comment tu t'es débrouillé pour monter ça en hauteur, en R+2. Et je voulais savoir quel type de chauffage tu avais dans la maison pour garder ta famille au chaud. Alors, sur le côté ingénierial, alors, moi, j'ai tout un réseau, j'ai tout un tas de copains qui sont ingénieurs, donc qui sont indépendants, qui m'ont fait le calcul d'ingénierie. Ensuite, j'ai aussi une entreprise qui connaît la maison au Saturbois, qui a bien voulu me faire les plans d'exécution. Et c'est sur cette base, et en collaboration, c'est sur cette base-là qu'on a fait ça. Alors structurellement, c'est assez simple. Comme la maison est existante et en briques, on a pu se poser dessus. Donc on est vraiment posé sur quelque chose d'assez solide. Donc on a réussi assez facilement à faire à proposer une structure. On est sur des choses assez simples. Hein. On a des portées qui ne vont pas au-delà de 6 mètres. Sur le côté chauffage, on est en pompe à chaleur. Et donc c'est un des grands conforts. Là, je recommande à tout le monde. Hein, c'est ce qu'on a fait. Une des difficultés de cette parcelle, c'est que le salon est plein nord. Donc c'était aussi l'intérêt de la double hauteur. Et donc le plein nord en hiver, c'est froid. Et donc là, toute cette chape que vous voyez, en fait, c'est une chape avec un plancher chauffant. Qui fait qu'on peut être en chaussettes en hiver. Et donc, sur la façade dehors, on a la grande machine qui fait un peu de bruit la journée. Et sur les étages supérieurs, on est passé sur des radiateurs classiques pour des raisons de coût. Ok, merci. Et oui, et aussi, le gros avantage de la pompe à chaleur, c'est qu'on a pu récupérer tous les circuits existants et brancher la pompe à chaleur sur les réseaux de radiateurs existants. On n'a même pas changé les radiateurs, c'était comme ça. Ça, c'est pas cher. Est-ce que tu aurais pu mettre du photovoltaïque en complément pour ta pompe à chaleur ou... On pourrait, oui, tout à fait. Ouais, mais bon, il y avait encore un coup, on l'a pas fait, mais on avait réfléchi à ça. Notamment sur la petite toiture, c'est vrai qu'elle s'y prête bien, on aurait pu en mettre. Ouais, ça, c'est mais la porte n'est pas fermée à cette option. Merci. Merci. Vous avez beaucoup parlé de budget contraint pour le projet.
Est-ce que vous pouvez vous donner un peu une échelle parce que alors il y a beaucoup de choses que vous avez du coup, étant architecte, avez pu suivre vous-même et vous avez eu des connaissances qui vous ont aidé, mais du coup, c'est quoi à peu près les coûts d'achat du foncier, de travaux, enfin voilà, en gros sur. Travaux, on est autour de 300 000 euros TTC et la maison fait 220 mètres carrés. Mais par contre, oui, pour la petite histoire, suite à ce projet, moi aujourd'hui je suis vraiment Mano. En fait, on a 2 boîtes. Hein. Mano, c'est architecte, mais on a aussi Mano, contractant général. C'est aussi comme ça qu'on arrive à. Donc on sait faire les deux. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tirer. J'ai fait pour ce projet, j'ai fait beaucoup d'allers-retours à Leroy Merlin. Enfin, voilà, c'est des projets qu'on a fait nous-mêmes en fait. C'est vraiment on est assez loin des choses plus classiques avec des maîtrises d'ouvrage institutionnelles. C'est aussi c'est un peu un projet idéal pour un architecte. Il y a la difficulté aussi c'est qu'on est au four et au moulin, donc on a pu prendre tous les raccourcis qu'on voulait et aller vraiment direct à l'essentiel et comme ça tirer vraiment les coûts. Et pour le foncier, j'ai acheté ce pavillon, c'est une donnée publique, 265 000 euros en 2019. Voilà, il est au fort d'Aubervilliers. Il reste des pavillons si vous voulez, je suis très content de vous avoir comme voisin. Faut se presser, dans 15 ans ça sera trop tard. C'est justement une question que j'aurais pu te poser indirectement. C'est au regard de l'implication des établissements publics territoriaux, donc aux alentours, notamment Est Ensemble et Plaine Commune, qui, pour certaines, sont signataires du pacte bois biosourcé, c'est-à-dire qui s'engagent à réaliser une part de leur surface de plancher construite en bois et en biosourcé. J'imagine qu'il y a quand même un avis particulièrement favorable qui incite justement à se tourner vers ce genre de solutions, outre évidemment les ouvrages pour lesquels ils sont en maîtrise d'ouvrage. Oui et non, c'est-à-dire que politiquement, oui, les élus sont un peu passés, mais c'est un peu tombé dans l'oreille d'un sourd. Enfin, c'est pas ça, mais ils sont sur deux sujets. Aubervilliers, la mairie actuelle, ils ont des énormes projets dans rue, ils ont des énormes, ils ont d'autres chats à fouetter que finalement voilà, la densification du pavillonnaire, c'est pas un sujet sur lequel ils sont politiquement mobilisés, c'est quelque chose qui se fait un peu comme ça, de façon spontanée. J'ai pas senti un grand frémissement du côté de mes élus. Mais je comprends aussi parce que derrière, on est juste à côté de la Maladrerie, projet que vous connaissez certainement là, de René Gaillousté. Il y a une grosse cité aussi. Donc là, il y a 200 millions d'euros de Denru qui sont en train d'être dépensés juste à côté. Donc voilà, ils sont sur d'autres sujets. Ouais. Oui, bonjour. En fait, donc, il y a une partie de la question que je voulais poser qui a déjà été posée donc, par rapport au budget. Et en termes de surface, vous avez parlé de 220 mètres carrés habitables, c'est ça? Oui, hors terrasse. en comptant la maison existante aussi. En comptant donc vraiment de l'habitat pur. Oui. Et la terrasse au dernier étage, elle fait combien? Alors, on a une terrasse de 70 mètres carrés, on a un balcon de 30, une centaine de mètres carrés. Ok, merci. Et alors, pour la petite histoire, j'ai vraiment triché. Là, ce que vous voyez, par exemple, sur le côté, là, c'est le garde-corps, il est en limite séparative. Ça, c'est une piraterie. Dites pas ça aux communes. C'est qu'on a mis un pare-vue le jour de la visite de conformité architecturale. Et le lendemain, voilà, le pare-vue est tombé. Donc, du coup, on a pu vraiment bénéficier d'une vue idéale. Ça reste entre nous. Ça va finir par se savoir. Mais je ne suis pas le seul, mon voisin fait la même chose en face. Hein, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc une opération réalisée dans un budget contraint, et je pense que c'est également un sujet qui est partagé, c'est comment conserver le bois dans une économie de projet. On va passer sur l'écoquartier de l'Arsenal. Je vous donne la parole côté Godard-Roussel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Roussel, architecte, et mon associé Paul Godard est avec moi pour vous présenter une opération que nous avons débutée en étude en 2019 et qui est encore en cours de réalisation. Alors, on est à Dijon, parce que c'est la ville où il faut être pour cet atelier. Véronique vous a présenté tout à l'heure un quartier se situant au nord de Dijon. Nous, on est à l'inverse, à l'entrée sud, dans un quartier qui s'appelle le quartier de l'Arsenal. Donc ce quartier qui était d'ancienne friche militaire est devenu une ZAC où il y a eu un scénario d'aménagement mené par l'AUC qui définissait 4 entités
5 entités, me dit l'ancien adjoint à l'urbanisme qui connaît bien mieux les dossiers que nous, qui comportaient en fait voilà, des échelles de densité variées, avec l'avenue sur la gauche, là qu'on voit sur le plan basse, qui était l'avenue Jean Jaurès, qui est vraiment l'axe majeur qui remonte en direction du centre-ville et sur lequel s'est implanté notamment le tramway, qui donne une proximité directe à la ville, où là on a un bâti d'habitat assez haut, assez dense. On avait en bleu l'environnement canal, qui était sur des logements pareils collectifs, où je crois que Véronique aussi et Guillaume ont construit d'ailleurs. Le quartier central avec des équipements et des espaces publics. Et nous, notre intervention portait sur l'environnement maison-jardin, qui était quelque chose d'assez inédit, parce qu'on se trouve dans un quartier en reconversion avec un habitat relativement dense. Et pour contrebalancer un petit peu cette densité, il y a eu une offre qui a été faite, une proposition sur de l'habitat individuel et intermédiaire. L'étude, une fois de plus, menée par l'AUC, proposait de décliner plusieurs types de maisons individuelles, selon 3 typologies majeures, et des typologies de logements intermédiaires. Les maisons individuelles, l'idée, c'était de proposer en fait, des trames relativement serrées pour proposer des surfaces réduites, et des maisons surtout avec une capacité d'évolutivité. C'est-à-dire que vous voyez par exemple sur le schéma de la maison orange, ce qu'on avait appelé la maison pilotis, on avait cet espace couvert qui pouvait servir d'abri, de stationnement, mais qui à terme aussi peut être une cellule refermée pour faire une pièce en plus. De même, dans la maison rose que vous voyez en dessous, qu'on avait appelée la maison terrasse, il y avait cette possibilité d'étendre à l'étage pour gagner une chambre en plus et une autre pièce de la maison. Et enfin, le modèle grande maison, qui là correspondait au modèle final, mais qu'on proposait aussi en base, avec des typologies de logements plus grandes. Pour aussi donner de la densité, il y avait une alternance avec des logements intermédiaires, qui étaient des logements proposés, en fait, qui correspondaient plutôt à de la maison superposée, avec 2 T4 superposés. Et sinon, ce qu'ils appelaient des maisons combinées, où on pouvait retrouver jusqu'à 3 logements dans une forme là, qui avait été pressentie, qui était un peu plus dense. Je vous montre intentionnellement la base de l'AUC pour que vous compreniez aussi l'évolution qu'il y a pu y avoir et les raisons pour lesquelles il y a eu quelques variations au cours de la conception et de la réalisation. Pour présenter l'équipe qui avait travaillé dessus, je vais donner la parole à Paul. Merci. Alors, le vœu de la métropole aussi sur cette opération quand même de grande ampleur, c'était d'avoir une équipe d'architectes pour pouvoir se partager et pour pouvoir créer une certaine diversité sur le site. Nous, au départ, en tant que Dijonnais et que régionaux de l'étape, on va dire, on a tout de suite rappelé nos copains de l'école, en l'occurrence certains que vous connaissez sûrement, NZI avec Lucas, Aurore et Jean-René qui sont l'atelier initial qui sont sur Avignon, et puis Mathieu Bergeret avec l'équipe de PAM qui sont sur Bordeaux. Alors on les a convaincus de venir s'amuser avec nous sur notre territoire, donc ça a été à la fois l'occasion de les retrouver, de partager la visite de site ensemble, et puis surtout de bénéficier des avances et des connaissances de chacun. Comme vous le connaissez sûrement, NZI avait déjà réalisé pas mal d'opérations en bois et nous ont apporté beaucoup d'expertise sur le site. Jean-René avait plutôt une connaissance avec de PAM et avec Atelier Initial urbaine. Donc là aussi, on a pu retravailler un peu la trame que nous a proposé l'AUC. Donc tout ça, ça a été vraiment extrêmement enrichissant. Alors, ce travail en fait de 4 équipes, alors si on veut pousser vraiment l'explication jusqu'au bout, on était même 8 équipes d'architectes parce qu'on était 2 groupements de 4 équipes d'architectes, dont l'autre équipe était notamment menée par Véronique et Guillaume, ici présents, mais dont l'humilité légendaire les empêche de parler de leur participation à ce projet. Non, mais en fait, nous, on a travaillé avec des promoteurs différents et sur une temporalité différente.
l'idée, c'était d'arriver à créer à la fois de la cohérence architecturale avec un travail collectif sur la définition des typologies des logements individuels. Donc, on s'était dit qu'on développerait chacun une typologie. De PMA devait travailler sur la grande maison, NZD sur la maison terrasse, nous sur la maison pilotis, et Initial devait travailler sur les maisons superposées. Et ensuite, on s'était dit que les maisons combinées, qui étaient en fait des logements donc à la base définis par 3, et comme ils se situaient à l'extrémité de chacune des bandes qui étaient construites, ça pouvait être une source d'expression beaucoup plus libre. Vous avez aperçu donc sur le plan masse la disposition en fait de ces bandes. C'est très particulier parce que il y a 6 bandes de longueurs différentes sur lesquelles on vient faire des séquences de maisons individuelles ou de maisons intermédiaires et au bout desquelles on retrouve systématiquement les maisons combinées, donc les typologies les plus denses. L'idée dans l'imaginaire collectif, c'est que la maison individuelle, c'est une maison qui n'est pas mitoyenne. C'est vraiment le rêve français du pavillon avec le jardin qui fait le tour de la maison. Comme ça, on peut accéder à tout point du jardin, faire le tour. Donc là, c'était redonner un petit peu cette forme urbaine d'un tissu avec des maisons séparées, mais qui viennent quand même systématiquement s'implanter en mitoyenneté pour justifier d'une densité efficace en termes d'occupation de la parcelle. Et donc, on alternait des typologies qui allaient du R+1 au R+2 et qui allaient de la maison individuelle à des maisons combinées qu'on aperçoit en haut à gauche, qui, elles, étaient des logements par 5. On avait alors imaginé avec notre collectif d'architectes de faire une construction qui serait mix bois et béton. C'est-à-dire qu'initialement, on pensait faire des fondations, une ossature béton et des voiles en bois qui nous permettaient en fait de donner une unité architecturale à l'ensemble des constructions. Et on réinterprétait le vocabulaire du colombage avec des épines en bois qui était le marqueur commun à toutes les habitations qu'on venait créer. Donc là, je vous ai mis un petit peu les plans d'un extrait par séquence, où vous voyez donc les maisons combinées avec du logement intermédiaire ou de part et d'autre d'une circulation extérieure. Vous retrouvez soit d'un côté un T2, soit un T3. Et puis les maisons de toutes les typologies que j'évoquais précédemment, qui elles aussi, sur le plan horizontal, s'ouvraient soit d'un côté d'une venelle, soit de l'autre, pour, à l'idée un petit peu des maisons que vous a présentées Véronique, créer un rythme qui relève plus de l'identité d'une petite séquence rurale que d'un grand front bâti uniforme. Donc ce travail de conception s'est mené en concertation à la fois avec la ville, avec le projet qui était porté par Pierre et par l'AUC, et aussi avec nos promoteurs qui, eux, étaient les détenteurs en fait, du projet dans son aspect économique et opérationnel. Donc on a travaillé avec notre équipe à essayer de développer vous voyez, des façons d'habiter. Là on a 2 PMA qui avaient fait une proposition sur les logements par 5. Au milieu de notre réflexion de notre agence sur les maisons superposées, et NZD qui avait déjà exploré un petit peu l'idée du rythme et de la densité sur ces maisons. Alors, le travail avec la promotion immobilière pour nos confrères et nos consoeurs, vous savez que c'est très variable en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. On a un promoteur qui a joué le jeu en poussant jusqu'au bout l'idée de pouvoir réaliser ce projet, parce qu'il y avait une volonté aussi politique derrière qui était forte et qui était assumée. Mais nous, on a eu, c'est vrai, un peu moins de chance sur le contexte, parce que quand on parlait du post-Covid, on se l'est pris, passez-moi l'expression, en plein dans la gueule au moment de l'ouverture des offres, avec des prix qui avaient explosé et qui nous ont obligés à nous re-questionner sur plusieurs choses, tout en conservant impérativement quand même la trame et la volonté urbaine et politique de ce projet. Donc le premier choix organisationnel, malheureusement pour notre promoteur, ça a été d'évincer nos 3 autres confrères, dont il ne jugeait pas utile de les avoir dans son équipe, parce qu'il voulait signer un contrat avec un seul architecte, et ça ne l'intéressait pas nécessairement de savoir comment on pouvait travailler en atelier,
Alors heureusement, tout le travail de conception et de dégrossis avant le permis de construire avait été fait par des ateliers cadrés par la ville, ce qui nous a permis de tenir à une position conceptuelle forte. Mais à partir de ce moment-là, il est évident qu'on était revenu sur une relation beaucoup plus conventionnelle avec le promoteur. Le deuxième choix, ça a été le choix urbain, où là, on a dû revoir un peu les typologies parce que si rien n'a changé au niveau de la maison individuelle, le promoteur, par exemple, n'admettait pas qu'on puisse construire du logement uniquement par deux, parce qu'à l'époque, on avait encore du Pinel, et les logements pour le Pinel étaient éligibles à partir de 3. Donc on a dû retravailler des petites typologies qui nous permettaient, tout en gardant R+2 maximum, d'avoir 3 logements et non 2 sur les maisons superposées. Et ensuite, un choix financier, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte, comme je vous le disais, qu'à l'ouverture des offres, on était très cher. Donc, plutôt que d'abandonner complètement l'idée du bois, on a essayé de le réinterpréter différemment. Et on s'est rendu compte qu'on avait pu faire des économies substantielles en partant d'un principe simple. On s'est dit, tout ce qui est collectif, on va le laisser en traditionnel, en béton, avec une isolation par l'extérieur. Pourquoi le collectif ? Parce que notamment, ça nous permettait de régler pas mal de problèmes en termes d'acoustique entre logements, à travailler sur du béton. Et la maison, qui elle était au départ en un mix, on a assumé le choix de la faire complètement en bois. C'est-à-dire que ça soit la structure, la vêture. On a emmené le principe jusqu'au bout, ce qui changeait le vocabulaire architectural, mais ce qui, d'un point de vue financier, nous a permis de sortir l'opération. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, quand on est passé au moment de la consultation, on a travaillé sur 2 systèmes constructifs très différents, avec les planchers connectés en bois, les murs ossature bois d'un côté, donc à gauche sur la maison, et les intermédiaires en béton avec une ITE qui correspond à un mode constructif plus traditionnel. Mais l'un et l'autre arrivaient à s'équilibrer budgétairement aussi, parce que si la maison individuelle bois coûtait plus cher, elle pouvait être aussi notamment portée par l'émergence des lots collectifs intermédiaires, qui au global permettaient d'avoir une rentabilité très relative mais existante pour le promoteur. Sachant que ces maisons aussi, la volonté était de pouvoir les proposer à des prix de vente qui restaient très abordables. C'était vraiment pour des jeunes ménages, pour des primo-accédants, et c'est pour ça qu'il y avait une limite aussi sur ce qu'on pouvait envisager d'un point de vue financier. Au moment de la construction, donc on a alterné, on a construit simultanément, et on construit encore, parce qu'en fait c'est des lots individualisés, à la fois des ouvrages en béton et à la fois des ouvrages en bois, où tout ce petit monde dialogue sur des parcelles de largeur très réduite. Donc là aussi, on a pu compter sur la force quand même d'entreprises locales, des charpentiers qui, depuis plusieurs années maintenant, savent très bien répondre à l'offre du mur ossature bois, de l'habitat en bois, qui sont même spécialisés pour la plupart dans des groupements où ils proposent du clos couvert. Donc l'entreprise, là, des charpentiers de Louche en l'occurrence, a pu mener à nos côtés un travail très intéressant de conception et d'optimisation pour venir poser au fur et à mesure ces maisons en ossature bois. Donc dans l'usage, il faut voir que même si on a finalement des typologies très différentes, on arrive aussi, grâce à ce qui est imaginé par l'AUC et par l'aménageur au niveau du traitement des voies, des espaces verts, on arrive quand même à élire une unité malgré cette disparité de volume et de matérialité. Vous voyez là sur la photo de droite aussi un peu le contexte dans lequel s'inscrivent ces maisons. On a de la maison individuelle et derrière vous apercevez à gauche un logement collectif, encore derrière une résidence senior et encore derrière la tour qui est la tour élitiste, qui est un peu le signal de l'entrée de ce quartier. Toutes ces typologies très différentes arrivent à cohabiter dans un seul et même quartier. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que la difficulté, finalement, elle est plus organisationnelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des gens, vous voyez, qui ont déjà posé leur mobilier de jardin et qui se retrouvent à vivre avec des maisons qui sont en train de se monter progressivement sur une temporalité qui est assez longue, mais qui est régulière. On voit l'émergence d'un quartier qui, nous l'espérons, sera achevé d'ici quelques mois. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques questions si vous le souhaitez. Bonjour, Luc Barré. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi vous avez choisi de vous aligner sur un des mitoyens et non pas d'accoler quelques maisons, ce qui aurait fait plus bloc, parce qu'il y a une chose qui est un peu particulière aux architectes, c'est qu'ils veulent de l'originalité, et en fait, la banalité a beaucoup de qualité. Je vais juste répondre à la première partie de votre question. Rassurez-vous sur le fait que c'est une intention d'un urbaniste et pas d'un architecte, celle de ne pas accoler. On est d'accord que c'est un contresens en termes de densité, d'optimisation thermique, mais c'était le plan d'aménagement qui voulait ça. L'AUC nous avait demandé des alignements systématiquement à la mitoyenneté, une fois de plus, pour donner cette image d'un habitat individuel et individualisé. Oui, bonjour. Mathieu Garcia, je voulais savoir si vous aviez une idée du bilan carbone au final. Est-ce que le côté béton et bois s'harmonise? Est-ce que ça permet d'arriver à une neutralité ou est-ce que... Alors, en toute sincérité, ce projet s'inscrivait dans une réglementation thermique qui nous dispensait de ce calcul, puisqu'on est passé en fait avant la RE 2020 sur ce projet. Les permis ont été déposés au dernier moment de la RT 2012. C'était un choix là aussi qui avait été assumé par les promoteurs. Parce que notamment, on avait une possibilité de chauffer l'intégralité des maisons au gaz, ce qui n'aurait pas été possible après 2012. Donc, sur ce calcul du bilan carbone, je ne saurais pas vous donner une valeur mesurée. En tout cas, la volonté était... Enfin, on a quand même des résultats, des obligations de résultats en termes thermiques et d'étanchéité à l'air qui, eux, ont été bien évidemment honorés. On avait envisagé à un moment, si le projet devait s'étaler, d'allonger les études, si vous voulez, et de passer naturellement à la RE 2020, qui nous aurait sans doute permis de faire un bilan carbone élaboré de manière factuelle. Le problème, c'était vraiment sur le mode de chauffage, parce que pour reprendre l'interrogation par rapport à cette trame, la seule méthode qui se présentait à nous pour du chauffage, c'était ensuite de la pompe à chaleur. Et de la pompe à chaleur sur un tissu à la fois aussi dense avec autant de vis-à-vis sur d'un latéral, j'ai envie de dire, je pense qu'on aurait été confronté à un réel problème d'habitabilité. Je voulais éventuellement conclure sur le fait que ce projet, dont Pierre vous a parfaitement expliqué les tenants et aboutissants, il a été pour nous, en tant qu'architecte, un véritable combat. Un combat dès le début, avec effectivement le choix très compliqué de notre promoteur de se séparer de nos associés sur ce projet. C'était déjà assez complexe de partir à nouveau tout seul. Et puis le deuxième, c'est vous imaginez qu'on parle avec un promoteur qui majoritairement construit le logement en béton, n'est pas du tout habitué à construire de l'habitat individuel, et encore moins, le seul bois qu'il connaît, c'est le bois qu'il a sur son bateau, donc il ne connaît pas la construction bois. Donc ça a été, comme dirait Ricciotti très bien, un vrai sport de combat. Ça a été des milliers d'échanges. Et puis sur les choix financiers, je vous ne décris pas les centaines de réunions qu'a fait mon associé sur l'optimisation vraiment des coûts. Ça va de la poignée de porte au coût de la descente EP. Donc ça a été vraiment un travail de fond, un travail de longue haleine pour arriver à sortir des logements où le promoteur était content parce qu'il pouvait toujours partir aux Maldives. Et puis, nous, on était contents aussi parce qu'on avait fini par sortir notre opération. Voilà. Oui, pour être à l'initiative de cette expérience, l'idée était, notamment sur ce quartier en aménagement concerté, dans cette ZAC de l'Arsenal, un terrain militaire en reconversion depuis 2001, d'avoir aussi une réponse toujours à cette même problématique, celle que j'évoquais avec le premier projet, c'est-à-dire de s'inspirer à la fois de la création sur la région Bourgogne-Franche-Comté
d'une filière en capacité de faire baisser en fait le coût de réalisation en utilisant du bois, et aussi de faire phosphorer les uns et les autres sur une réponse à un contexte pavillonnaire souhaité par nos concitoyens, et je le redis aussi avec une démarche de société, à savoir permettre l'accession abordable, puisque au départ, j'avais fixé en fait des prix très très raisonnables d'accession. La situation a fait que, à la fois, ce qui a été évoqué par les architectes a été complexe à gérer, même pour la ville, parce que nous sommes tombés dans la période du Covid et que ça a été un arrêt brutal, à la fois aussi par la sortie du Covid, où naturellement les choses se sont rendues, entre guillemets, encore plus complexes. Et d'une manière générale, ce type de projet était pour moi une manière de faire un manifeste. J'ai suivi énormément de réunions avec l'ensemble des équipes d'archi, en essayant plutôt d'indiquer en fait la ligne politique que j'entendais que l'on puisse suivre pour justement répondre à cette demande. L'erreur peut-être qui a été commise, c'est peut-être d'avoir été trop ambitieux, notamment sur la connectivité entre les équipes d'architectes et les promoteurs, parce qu'à partir d'un certain seuil, la ville et la société d'aménagement public que je présidais ne pouvaient plus de se mêler de leurs relations contractuelles. Je pense que si j'avais à refaire ce projet, ce qui n'est plus le cas parce que maintenant je suis passé député, donc je ne reviendrai plus sur cette démarche, mais j'aurais procédé d'une autre manière, je vous le dis très clairement. Je pense que le caractère intellectuel, constructif, de réflexion en atelier Domus, de mémoire, avait été vraiment très riche en termes à la fois de challenge intellectuel, de réponses à apporter, mais sans doute eût-il fallu que la société publique, je vais vous faire une confidence, organise elle-même de manière à pouvoir permettre l'atteinte des objectifs, notamment d'accession abordable. Parce que je le redis, quand on aura gentrifié toutes les villes, moi je connais en fait la réponse et la situation politique qui sera générée par cette absence d'intégration de diversité sociale. Et donc c'est à la fois un projet dans l'épure de ce qui a été proposé, mais c'est aussi un projet de société en essayant d'avoir une diversité d'occupation, diversité de typologie, en n'oubliant pas aussi que notre région Bourgogne-Franche-Comté doit structurer en fait sa filière, et notamment sa filière de valorisation, de production du bois, et que c'est par des projets comme cela qu'elle pourra aussi être confrontée à la réalité de la situation. Vous avez parlé, monsieur, en effet, d'un contresens thermique. Pour être professeur d'université, avoir enseigné durant très longtemps la thermodynamique, j'avais bien conscience que ce n'était pas la meilleure des solutions, mais c'était aussi la demande de nos concitoyens, c'est-à-dire de disposer d'un logement individualisé, personnalisé, qui correspond à leurs attentes dans la diversité d'une ville. Et les élus, et notamment les élus en responsabilité des politiques publiques locales, doivent répondre à cette attente. Et cette capacité à répondre à l'attente, c'est une manière aussi de reposer les problèmes et de redéfinir des choses en ayant cette intelligence, ce combat intellectuel, architectural entre des gens issus de formations différentes et aussi d'univers culturels différents, qui doit nous mener à progresser sur les solutions, à définir des modèles, à permettre réellement de construire la ville. Je vous remercie pour la présentation de ce projet, cette prise de parole qui résonne forcément de manière très spécifique dans le cadre des élections électorales qui approchent d'ici peu. Le travail qui a été réalisé, je trouve, sur les différentes typologies, les nouvelles formes que vous pouviez proposer sur ce projet fait écho de manière assez sensible également au projet qui va suivre, donc la lisière à Barbizon, avec un travail assez fin sur des typologies, mais également la capacité d'adapter l'intérieur conjointement avec les usagers, justement en vue d'un habitat durable et également qui s'adapte aux usagers. Je vous donne la parole désormais pour présenter ce projet. Bonjour, donc Justine Culioli, Société Ma. On est maître d'ouvrage, donc on est promoteur sur ce projet. Et on a travaillé avec l'agence Sigur, représentée par Alphonse, à côté de moi.
Donc, on a racheté, je ne sais pas si les images suivront, mais on a acquis un terrain à Barbizon, qui est un village à côté de Fontainebleau que vous connaissez certainement, pour sa renommée surtout picturale. Donc, on a racheté ce terrain qui est juste en lisière de la forêt. On a 2 portails qui donnent accès directement au chemin du bornage, qui est un chemin qui longe la forêt de Fontainebleau. Donc la localisation de ce site en fait était assez exceptionnelle parce qu'on est à moins d'1 heure de Paris. On est dans un village qui, encore une fois, est un village très préservé architecturalement, assez renommé, et on est dans la forêt de Fontainebleau. Donc on a décidé, donc sur ce terrain, il y avait une grande maison qui existait déjà, et on a décidé de construire des maisons en bois qu'on a vendues en VFA, qui sont, donc on a 7 maisons, on devait en avoir 8 initialement, mais on a, pour des raisons de préinstruction administrative, etc., on en a eu 7. Et donc le concept initial de ce projet, c'est de créer de l'habitat privatif groupé. Donc on a des maisons privatives sur des terrains privatifs, mais on a toute une série de services partagés. On a des potagers communs, une piscine écologique partagée entre tous les résidents. Donc il y avait une notion qui était assez forte vraiment d'habitat privatif partagé, comme on peut voir parfois dans les pays anglo-saxons. Donc ça, c'était un premier axe fort du projet. Et le deuxième concept assez innovant, c'était de se dire, finalement, on va construire des maisons qui sont évolutives, ou en tout cas qu'on peut moduler suivant le souhait des habitants. Donc au lieu de construire 7 maisons avec des variations, mais assez figées en termes d'usage, on a vraiment privilégié l'usage final. Donc on a dit aux prospects qui étaient intéressés par la maison, bah voilà, vous pouvez construire plusieurs chambres, vous pouvez plutôt je sais pas, avoir un très grand salon, une très grande salle à manger, des doubles hauteurs, des simples hauteurs, avoir une extension, une toiture, une toiture terrasse ou pas toiture terrasse. Donc dès le début, finalement, on a proposé une série d'options qui ont permis aux résidents de la lisière d'avoir un peu la maison correspondant au mode de vie, à leur mode de vie idéal. Voilà, donc peut-être je te passe la parole, Alphonse. Ouais. Peut-être avant du coup de rentrer dans l'aménagement et les principes de chaque maison. Vous avez vu la parcelle est donc en lisière de forêt, mais en fait la particularité de la parcelle, c'est qu'il y a une partie de la végétation qui est protégée, qui est considérée comme un vestige de la forêt de Fontainebleau, qui représente plus de la moitié de la parcelle. Donc ces photos-là sont en fait un inventaire qu'on a fait de tous les arbres présents sur la parcelle. Donc, le règlement qui préexistait et qui classait une partie de la parcelle était assez abstrait, c'est-à-dire que c'est une ligne qui traverse la parcelle et définit des zones non protégées et des zones protégées. Donc ce qu'on a proposé, nous, assez vite, c'est de dire au-delà de cette ligne un peu abstraite qui souvent est générée depuis un satellite, de se dire arbre par arbre, qu'est-ce qui est on va dire, d'intérêt et qui, d'un point de vue de la végétation, appartient au couvert de la forêt de Fontainebleau et quelles seraient les espèces d'arbres qui auraient été plantées potentiellement par le propriétaire. Et puis au final de décrire aussi les clairières naturelles du site. Ce qui au final a généré un plan masse qui s'est soumis à la végétation en place. Donc ça c'est un relevé de l'ensemble des arbres. On voit qu'il y a cette grande allée cavalière qui mène de la rue jusqu'à la villa au fond, et ensuite une autre haie d'arbres, et à droite la forêt. Donc la parcelle est très contrainte, elle est assez étroite finalement. Donc comme disait Justine, on a fait plein d'hypothèses pour essayer de trouver la meilleure manière de la densifier, et en même temps de ne pas finalement perdre cet aspect forestier de cette parcelle et de ne pas en faire un découpage un peu classique de pavillons et de jardins, et plutôt de se dire finalement ce projet va trouver sa qualité en se disant on habite un morceau de forêt plus qu'on va créer des typologies de jardins. Donc c'était déjà dans tout le langage et les mots qu'on allait utiliser pour définir en fait les espaces autour des maisons. Vous parliez tout à l'heure on va dire de la typologie assez classique de ma maison, mon jardin. L'idée était de dire voilà, les futurs acquéreurs, il fallait déjà démonter un peu cet imaginaire-là. Alors on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de prix. Barbizon, voilà, la parcelle de base coûtait assez cher, avec la villa dessus en plus. Donc il y avait la problématique économique
n'était pas du tout la même que ce qu'on a pu voir dans les projets précédents, mais on va dire qu'en tout cas l'imaginaire de la question de la propriété individuelle reste assez similaire, même on va dire augmente, plus le prix de la maison augmente, sur l'envie d'être seul au milieu de la forêt. Donc ça c'est le plan masse auquel on est arrivé, après diverses variantes. On s'était posé la question de la mitoyenneté aussi au début, de dire d'accoler les maisons, de faire des maisons doubles avec un mur mitoyen. Et puis au final, avec la position des arbres existants, il ne restait plus tellement de possibilités pour installer les maisons. Il y a eu 2-3 arbres qu'on a enlevés et qu'on a replantés. Et au final, l'objectif du projet était de se dire on n'est pas là à subir la forêt, mais plutôt de dire finalement ce projet va être une manière de continuer la forêt, de la renforcer et tout en habitant la forêt, de pousser cette idée qu'on peut y être et on peut y vivre. Donc ça c'est un croquis du paysagiste Thierry Laverne avec qui on a travaillé sur justement la question de la limite entre les maisons. Oui, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de clôture en fait. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en préambule, mais comme le dit Alphonse, c'est une forêt. On est dans la forêt de Fontainebleau. Donc on voulait sortir de l'image du lotissement. On ne voulait surtout pas construire ça. C'est vraiment une nouvelle manière d'habiter qu'on voulait créer. Donc il n'y a aucune clôture sur le terrain. Donc les limites entre les lots sont, ce qu'on voit en fait à l'écran, mais on va le voir en image, sont des îlots de biodiversité, ce qu'on a appelé des îlots de biodiversité, plantés de manière très dense. On a planté environ 400 arbres sur le terrain. Pour justement renaturer ce terrain qui était un peu laissé en friche par le précédent propriétaire. Mais du coup, l'absence de clôture, ça s'adresse aussi à des acquéreurs qui ont envie d'avoir leur maison privative, mais sans clôture, avec des services partagés. Donc c'était quand même un peu un challenge de lancer ce type de projet-là, parce que la cible est assez ténue. Mais le projet paysager était assez fondateur, non plus que l'architecture ou la forme des maisons qu'on a voulu assez simple au final. Et donc là, on voit en fait entre chaque maison la redensification et la création d'une espèce de filtre végétal qui, à la fois finalement, on va dire, augmentait l'intention de base, c'est d'habiter aux portes de la forêt, et en même temps créait naturellement des filtres entre les maisons. On est entre une moyenne entre 20 à 16 mètres entre chaque maison, ce qui est relativement dense, on va dire, dans le tissu, dans cet endroit de Barbizon. On est plutôt, comme vous voyez, la villa existante avec son grand parc. On est plutôt sur ce type de densité-là. Il y avait la problématique de l'allée cavalière qui, on dirait, est assez peu, est un geste très fort qui traversait la parcelle, qui créait aussi toute la question de la voiture sur le site a été assez, une grosse question. Le parti pris était de dire, à terme, cette allée qui est utilisée pour tout le chantier, à terme deviendra une allée piétonne recouverte d'herbe. Et donc en fait, on a créé une voie à l'arrière des maisons qui distribue l'ensemble donc des 5 maisons qu'on voit au nord. Et ensuite, tout en haut à droite, les places de parking. Donc essayer de trouver une manière de repousser la voiture le plus loin des maisons, tout en donnant la possibilité d'avoir quand même un garage à l'intérieur de chaque maison. Je sais pas si tu veux. ça va dans le sens d'éviter justement l'esprit lotissement tel qu'on le connaît. Nous, notre objectif, c'était vraiment d'avoir un terrain bien sûr clôturé en extérieur, sur sa périphérie, mais totalement libre d'usage, où les enfants peuvent courir, il y a des animaux, il y a ce qu'on veut, mais en tout cas que tout soit vraiment libre. Donc, c'est pour ça que la voiture, justement, n'avait plus sa place sur cette grande allée de platanes. Et ce choix, en fait, a aussi créé c'était une espèce de filtre aussi sur le désir des gens d'habiter dans cette typologie-là de maison, et de se dire qu'il y avait cette idée aussi du partage. Alors après, tout est relatif, et je pense qu'il y a les ambitions du début, on verra dans 10 ans comment le projet vit. Mais en tout cas, c'était très clairement affiché, de dire qu'il y avait quasiment une espèce de charte paysagère aussi, de dire, d'un point de vue de l'entretien du jardin et de ce parc-là, il faut que ça soit une vision collective qui prédomine. Donc les potagers, la piscine sont des moyens de dire il y a des lieux de rencontre de chaque habitant. Mais au final, c'est la question de la gestion du végétal qui est finalement le grand lien de tout cet ensemble. Donc là, on voit un peu le gabarit des maisons. Donc on est sur des
des typologies sur 2 niveaux. On est au max de ce que le PLU augmente, avec des pentes de toiture imposées au PLU, avec impossibilité de créer des sous-sols, de creuser. On est sur un sol très, très sableux, donc on est sur des systèmes de radiers, et ensuite sur lesquels on est venu installer les structures bois des maisons. Donc là, voilà, illustration qui montre un peu la densité des maisons, la présence de tous les arbres et des différentes parcelles. Sur le système constructif, donc on est resté sur l'idée d'une forme quand même d'économie par la répétition, on va dire. Donc c'est un système poteau-poutre à l'intérieur. Les maisons ont toutes le même plan de base. Après, on a travaillé sur 2 typologies de toitures différentes. Dans toutes les discussions qu'on a pu avoir avec la mairie, avec l'ABF, il y avait cette volonté de créer de la variation, tout en ayant une forme, on va dire, d'économie par un contrôle, en tout cas, de la structure, de ne pas faire de chaque maison un objet complètement différent. Donc finalement, la différenciation et tout le travail de personnalisation qui était fait dans 2 ateliers qui étaient proposés aux acquéreurs se portait sur la question des façades, donc des vues, finalement, de quelle vue vous avez envie d'avoir sur votre voisin, sachant que voilà, les pignons sont les murs, on va dire, mitoyens qui créent des vis-à-vis, quand on regarde le plan masse. Et ensuite, à l'intérieur, il y avait toute une série de voilà, possibilités, de par la structure poteau-poutre, de venir rediviser complètement les maisons en créant des maisons jusqu'à 3, jusqu'à 4 chambres. Et dans la typologie à gauche, avec la double plante classique, de venir créer des combles également habitables, avec dans certaines maisons des terrasses. Donc là, voilà, série de photos qui montrent le projet réalisé. On en est à 5 maisons livrées. Il y en a 2 qui sont en construction encore aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux rajouter des... D'un point de vue structure, donc on est sur des maisons qui sont, je disais, radier béton, et ensuite tout le reste est 100% structure bois, mur à ossature bois, bardage bois. Sur les toitures, on est sur une finition zinc et menuiserie aussi, vitrage en bois. Donc on voit là sur cette typologie-là, avec la double pente inversée, ce travail de loggia, de retrait, donc qui sont aussi une première manière de créer des espaces privatifs extérieurs pour chaque maison. Et on voit dans ce plan-là comment finalement la végétation qui a été plantée commence à créer ce filtre entre chaque maison, malgré la proximité, qui permet voilà, de créer ce sentiment un peu d'intimité, tout en étant toujours conscient aussi de son voisin. Donc comme on disait, il n'y a pas de barrière. Les seules barrières, c'est des ganivelles de châtaigniers. C'est la question des animaux qui nous a poussé à les installer, de dire comment j'empêche mon chien d'aller dans le jardin du voisin. On avait envie qu'il y ait une libre circulation, mais visiblement, tous les acquéreurs ne partageaient pas ça pour un simple chien. Ouais, voilà. Mais ce sont des ganivelles très basses qui font, je sais pas, 40 cm de haut, un truc comme ça. Donc là, on voit aussi les différents jeux de traitement. Il y a des variations très légères sur le bardage, naturel ou légèrement teinté vert, pour créer finalement ce jeu de différenciation qui suffit finalement à casser ce jeu de répétition entre les maisons. Au niveau chauffage, donc chaque maison est équipée d'un poêle à bois, et donc il y a un complément ensuite à partir d'une pompe à chaleur qui fournit le reste du chauffage. On est sur des principes, on va dire, plutôt passifs, c'est pas de la maison passive, mais sur du principe, on va dire, bioclimatique, avec des orientations de chaque maison vers le sud, ces grands jeux de casquettes qui protègent les façades vitrées en été, et puis une isolation renforcée sur les façades est-ouest et nord. Et on voit voilà, à quel point on a joué le jeu de la proximité avec la végétation, de vraiment la garder au maximum, ce qui a permis voilà, tout le chantier bois aussi, la préfabrication des éléments le plus possible pour avoir le moins d'impact sur le site, sur la végétation existante. On est sur une gestion des eaux pluviales, pareil, en dispersion à la parcelle. Voilà, et on voit là cette typologie où il y a un travail en rez-de-chaussée sur des grosses ouvertures plein sud, où chaque maison finalement ne donne pas chez son voisin, ce qui a permis
ce type de générosité, on va dire, dans le travail sur les baies. Donc là, c'est la loggia à l'étage, et on rentre à l'intérieur ensuite sur les maisons, sur les chambres et le rez-de-chaussée où on retrouve ce sol minéral avec la présence de la structure bois. Donc dans le projet, on va dire, grâce au budget, on a réussi à se battre pour avoir du massif, diminuer au maximum le bois lamellé-collé. Donc toutes les sections, on arrive sur quand même des grosses pièces de bois. On est en massif, donc là il a fallu travailler de manière assez proche avec la scierie aussi pour garantir et à la fin rassurer presque les habitants, de dire voilà, il y aura des fissures, le bois ça bouge, c'est vivant, mais ça reste complètement acceptable. Donc on a fait un petit prototype d'une maison aussi qui servait à chaque fois dans la compréhension de tous les sujets de finition pour chaque acquéreur. Merci pour cette présentation. On peut éventuellement prendre une petite question. Bonjour, Michael Koller, architecte. D'abord, merci pour la présentation. Je trouve, je ne connais pas le projet en réel, mais vu vos photos, très réussi. Vous avez, félicitations pour cela. Vous avez remarqué à plusieurs reprises cette problématique du vis-à-vis, de la proximité vers les autres. Vu comme ça, et là je pense que la végétation n'a pas encore complètement pris. Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème de tout. Maintenant, je voulais savoir de votre côté, est-ce que par rapport à vos premiers retours de la part des habitants, des propriétaires, est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que après coup, vous auriez pu rajouter un autre village? Je pense que ce qui était prévu au départ. Voilà, merci pour un petit retour par rapport à ça. Oui. Alors en fait, les prospects qui s'intéressent au projet ont de manière très précise à l'esprit cette notion de proximité. Donc en fait, on a rarement eu, voire jamais, de remarques sur cette proximité des maisons parce que c'est visible dès, pour être très pragmatique, dès l'annonce en ligne, dès la présentation du projet, etc. On présente vraiment la lisière comme un ensemble de maisons privatives groupées. Donc non, on n'a jamais eu de retour négatif là-dessus. Après, c'est sûr que trouver des prospects qui ont envie de s'installer à Barbizon pour une maison de campagne, parce que c'est une maison de week-end, c'est facile, c'est proche de Paris, voilà. C'est vrai que moi, j'étais certaine que des acquéreurs avaient envie de s'intégrer dans ce type de projet-là, pour plein de raisons, parce que c'est plus facile, c'est une copropriété, en fait, donc il y a un syndic qui gère la piscine, les espaces verts, c'est simple, en fait, ce sont des maisons neuves, donc a priori sans désordre, donc ils arrivent pour le week-end, ils posent leurs bagages et ils profitent pleinement de leur week-end. Donc il y a ce côté très simplicité d'usage que les prospects recherchaient. Mais comme je le disais au début, c'était quand même un petit challenge parce qu'il y a quand même la majorité des personnes qui veulent une maison de campagne veulent leur maison sur un grand terrain, sans vis-à-vis, sans personne autour. Donc ça s'adressait à une catégorie de personnes dont la proximité avec des voisins ne les dérangeait pas. Et puis aussi, on est face à la forêt de Barbizon, de Fontainebleau, il y a un tout petit côté, pas anxiogène, mais je veux dire, seul sur un très grand terrain, sans personne autour, avec la forêt de Fontainebleau bien noire l'hiver, en fait, je pense qu'ils sont plutôt contents d'arriver dans un ensemble où il y a de la lumière, où il y a des voisins, il y a du prêt de matériel, il y a plein de choses à imaginer, mais au final, la proximité n'a pas été un sujet. Mais en effet, on avait peur de ça au début, ouais. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au prochain projet, et notamment dans une continuité de réflexion sur la part du paysage, de la mise en commun également, du cheminement, et la question qui se pose, c'est comment faire voisinage, même quand on est dans une situation d'autant plus dense. Bonjour à tous. Vanessa Krant, Société OGI, donc maîtrise d'ouvrage également. Je me permets de vous faire voyager, mais cette fois-ci, on retourne à Paris, donc dans le cadre d'un projet collectif. Donc, on est plus sur un immeuble qui va jusqu'à du R+5.
Bon, en tant que maître d'ouvrage, nous on aime bien les chiffres, on aime bien les mots, on aime bien aller sur les arguments, on va dire, qui ont servi à la commercialisation de ce projet. Je laisserai la présentation plus en détail, on va dire architecturale, à l'architecte parce que c'est un très beau projet et je pense qu'il a vocation lui-même à le présenter. Donc, dans les grandes lignes, ce projet est situé à Paris dans le 20e arrondissement. Il a 2 adresses car il est issu d'une division foncière. En fait, on avait un immeuble collectif qui était situé sur la parcelle, qui a été vendu lui en bloc. Et donc, en arrière parcelle, on avait des ateliers d'artistes qui n'étaient plus totalement occupés. Donc, il y a eu du coup une démolition et une reconstruction avec voilà, une partie de réemploi également qui a été appliquée sur cette opération. Donc, on est quand même sur des dates assez lointaines. On est autour du Covid. Donc, le permis de construire était avant et puis le démarrage du chantier a eu lieu juste après. Donc 50 logements répartis en 4 cages d'escalier. Donc on avait de l'accession, mais également de la dation, puisque le propriétaire a souhaité également avoir des logements, et 16 logements en démembrement social, donc acquis par séquence. L'opération était destinée, donc on était à Paris en 2020, donc beaucoup de résidences principales. Il y avait quelques investisseurs, mais ce n'était pas le cœur de la recherche. Et donc ce projet au lancement a été un succès commercial parce qu'il était atypique dans le terme de la réalisation. Donc on a un rez-de-chaussée qui est en béton et tout ce qui est structure en dehors des locaux techniques était en bois. Donc on a également sur ce projet un espace paysager que Adrien pourra vous détailler, mais également en dernier étage de l'un des bâtiments, une serre avec des carrés potagers pour avoir un lieu de partage. Donc pas un lieu de partage comme on l'entend dans le cadre de maisons individuelles, mais dans le cadre d'une collectivité pour avoir quand même une mixité, puisque du coup, comme je vous le disais, il y a une mixité sociale dans ce projet. Aujourd'hui, donc, je vous présente une petite photo de ce qu'on avait inventé et imaginé à l'époque. Bon, entre-temps, la livraison est passée, mais du coup, c'est un espace commun qui a été vraiment pris dès le démarrage des livraisons par les propriétaires et qui aujourd'hui est utilisé et qui bénéficie d'une vue plutôt agréable. Je peux vous présenter également, donc juste avant de laisser la parole à Adrien, une petite vidéo de la construction de ce bâtiment qui a été plutôt du coup atypique parce que donc comme je vous disais, toute la partie rez-de-chaussée était réalisée en bois, en béton pardon, et donc dans le cadre de ce béton qui prend beaucoup plus de temps, on voit lors de cette construction que dès qu'on a démarré la partie bois, c'est allé très vite. Donc, moi j'ai eu la chance d'arriver à la fin, donc c'est une opération qui avait été faite par mes prédécesseurs, poursuivie par ma collaboratrice qui est là, Madame Tara Darzel, et donc à la livraison, j'ai eu la chance de pouvoir voir en fait ce bâtiment vivre. En tout cas, aujourd'hui, il vit encore, mais comment les gens ont réagi à cette construction qui est un petit peu plus atypique, qui sort de l'ordinaire, qui sort du classique béton en 100% avec des matérialités en façade rajoutées. Oui, donc c'est un projet qui a débuté pour nous par un concours organisé donc par Ogic avec la ville de Paris et le pavillon de l'Arsenal. On voit ici une photo du projet une photo un peu lointaine dans son contexte donc très urbain par rapport à d'autres projets qu'on a pu voir jusqu'ici. Il s'agit ici en termes de densité plutôt de construire la ville sur elle-même finalement. Et donc il y avait 2 aspects forts du programme, une densité donc élevée et une ambition de construire en bois portée par la ville et du coup par Ogic. Qui faisait écho avec notre philosophie de travail à l'agence et qui avait aussi pour intérêt, dans une parcelle très contrainte, on va le voir, de mettre en œuvre une préfabrication et de réduire donc les nuisances de chantier. Donc la parcelle, la voici, donc c'est ce qui est entouré de rouge ici. On est dans le 20e arrondissement de Paris. La porte de Bagnolet se situe au nord-est, un peu plus en haut à droite sur l'image. On voit un tissu environnant assez hétéroclite de petites maisonnées en partie nord du projet, d'immeubles plus importants, R+5, R+6 autour, des entrepôts RATP qu'on voit en haut sur l'image de maintenance en fait, des métros, et donc une parcelle très enclavée, on le voit ici, qui n'a pas de façade sur rue, qui accède à la rue des Lianes au sud par une petite sente de 4 mètres de large par une vingtaine de mètres de long, et qui débouche sur la rue de Bagnolet à droite à travers un immeuble qu'on voit qui ne fait pas partie de l'opération sous un porche.
Donc un bâti qui était très délabré, dont on a pu préserver un bâtiment, un ancien atelier qu'on a réhabilité en local vélo, et donc un bâti qui avait pour particularité d'habiter finalement la périphérie du site, de se tourner vers une cour centrale très minérale, et donc de tourner le dos au jardin voisin. De fait, puisqu'il s'agissait de densifier, on a cherché à le faire en ouvrant le projet sur ces parcelles voisines, donc faire pénétrer les jardins voisins au sein de notre parcelle pour travailler un phénomène d'îlot de fraîcheur à l'échelle de l'îlot. Donc c'est les quatre petits schémas que vous voyez, les trois petits schémas pardon, que vous voyez à gauche. D'abord faire pénétrer le végétal et créer des porosités visuelles, donc de jardin à jardin de notre parcelle vers les autres, mais aussi inversement. Le bâti, de fait, lui vient s'accrocher sur les héberges donc disponibles, et finalement la typologie de l'habitat du R+1 au R+5, elle dépend directement de l'héberge sur lesquels on vient s'appuyer, et donc un peu d'habitat individuel imbriqué et une majorité de logements collectifs pour ce projet. Dernier aspect, tout en bas à gauche, la traversabilité de la parcelle, qui est un élément important qu'on a préservé. Et donc on va voir en image ces différents principes d'implantation. Donc cette sente-là, on est sur la photo de droite, on a la rue des Lianes derrière nous, et on se dirige on rentre donc sur la parcelle. On retrouve donc des pavés napoléoniens en grès, donc qui faisaient la cour ancienne, qu'on a remis en œuvre du coup suivant le nouveau chemin. On s'est appuyé, en plus du réemploi, sur de la réutilisation de certains matériaux de démolition, notamment briques et tuiles de terre cuite, qu'on a mis en œuvre dans des gabions qui viennent habiller les héberges restantes et qui donc prolongeront à terme le jardin aussi en verticalité. Et donc on voit ici ces traversées visuelles donc de jardin à jardin. On voit comment dès la réception, on bénéficie déjà de la présence du végétal, et notamment des bouleaux de la parcelle voisine. Donc là on est sur la parcelle RATP justement, avec un mur qui sera démoli à terme, mais voilà, projet en cours RATP, c'est aussi la vie des idées et le temps long de leur réalisation. Voilà, un projet en cours de l'autre côté qui permettra à terme d'augmenter encore plus cette porosité visuelle. Et donc on voit ici le rapport entre le bâtiment collectif à gauche et l'individuel superposé sur la droite. Ce qu'on voit aussi sur ces deux images. Donc là, on se situe à gauche sur une vue depuis le bâtiment côté rue de Bagnolet. On voit l'atelier réhabilité donc en local vélo, avec son renforcement de la structure bois sur la photo de droite, et donc l'individuel superposé qui vient créer une séquence comme ça, moins dense, et on retrouve la verticalité du R+5 et donc cette variation de hauteur sur l'ensemble de la parcelle. Il y avait un travail important aussi sur l'adressage de chacun des logements. Donc on retrouve ici sur ce plan de rez-de-chaussée le cheminement de la sente, donc qui vient de la rue des Lianes en bas à gauche jusqu'à la rue de Bagnolet à travers le porche à droite. Donc traverser toute la parcelle. On voit les points rouges qui représentent les accès des logements collectifs. Et les logements individuels tout là-haut avec ces flèches, ces petits triangles rouges qui montrent leurs accès. On a prolongé en fait ce principe sur l'ensemble des logements du rez-de-chaussée qui sont de plein pied, pour que même les logements donc, qui font partie des parties collectives aient ces qualités de l'habitat individuel, et donc créer cette notion de seuil habité appropriable par chacun, un peu comme le seuil d'une maison. Donc on a à droite des images remises au stade du concours, et à gauche, en fin de chantier, c'est en fait des ramifications depuis le cheminement principal vers l'accès à chaque logement, agrémenté depuis. C'est une photo au moment lors de laquelle les clôtures n'étaient pas encore posées, donc depuis il y a des petites clôtures qui viennent ceinturer cet espace pour lui donner toute son intimité. En termes de matérialité, donc on l'a vu sur la vidéo, on est sur un socle en béton qui répond en fait à des problèmes de vibration liés aux locaux de maintenance RATP adjacents. Béton qui se prolonge dans les étages au niveau des noyaux de desserte pour résoudre des problématiques de sécurité incendie et de contreventement. Et donc le reste de la structure est en mur ossature bois porteur donc en façade, poteau-poutre, poteau-bois et poutre bois et acier, et plancher CLT et LVL. Voilà un plan d'étage courant, donc on est à R+2 ici. On voit comment le déhanché du bâtiment s'adapte aux différentes héberges pour prendre appui à chaque fois dessus.
ce qui avait pour intérêt du coup de multiplier les vues et les orientations pour les logements, et pour complexité pour nous de réussir à faire plomber une structure rigoureuse liée à de la structure bois, donc avec un poteau-poutre qui plombe d'étage en étage. Mais c'était un aspect important du projet, ça c'est des éléments remis au stade concours qui montrent ce travail de séparatif entre logements en cloison SAD, donc démontables, de façon que dans la vie du bâtiment, les logements puissent évoluer au gré des besoins de chacun. Donc on retrouve ici le même extrait de plan, mais cette fois-ci en phase d'étude. Il y avait une complexité de plus, en plus de ce déhanché et de la géométrie de la parcelle, on avait des contraintes de hauteur assez fortes liées au gabarit du PLU. Il faut savoir que depuis, il y a un arrêté qui est passé qui permet d'avoir des gains de hauteur par palier d'étage de jusqu'à 25 cm dès lors qu'on construit en bois, puisqu'on sait qu'un plancher bois, il va avoir tendance, au vu de ces différentes couches, notamment pour traiter l'acoustique et les gestions de feu, à être plus épais. Mais ce projet étant antérieur à cet arrêté, on est sur un gabarit assez serré d'étages, donc on est sur pas d'étages de 2,91 m, ce qui est assez serré pour la structure bois. Donc on a jonglé, c'est les deux petites coupes qu'on voit à droite, plutôt donc sur des poutres acier principalement, de manière à avoir des retombées qui disparaissent en intégrant les poutres dans l'épaisseur des planchers. Lorsqu'ils sont, c'est tout ce qu'on voit en pointillé, donc sur deux appuis sur des petites portées. Et pour rentabiliser aussi la structure, quand on le pouvait, des poutres qui viennent se caler sur les positions des cloisons pour que les retombées ne soient pas visibles, et donc sur des plus grandes portées d'une dizaine de mètres en 3 appuis. Donc voilà le rendu à l'échelle d'un étage entier, où on retrouve donc ces principes de 2 et 3 appuis suivant les cas de nos différents planchers. Et donc la fin du levage du projet, c'est se poser ensuite la question de la vêture et de l'habillage, donc de l'ossature bois. Il y avait la volonté dès le début de travailler sur 2 matérialités, de façon à mettre un petit peu en valeur ces creusements des jardins. Donc on a proposé un matériau végétal pour ces creusements de jardin, et de travailler dans la continuité des bâtiments attenants, donc en enduit ou en pierre, avec un matériau minéral. Donc voilà 2 extraits des perspectives, des images de synthèse présentées au concours, donc bois et fibrociment, et le rendu à la fin du chantier. Donc on voit comment l'intégration de ce bardage se fait par un calpinage très, très fort, qui donne l'écriture de la façade, qui est une manière de retranscrire la rigueur de l'ossature bois qui est derrière, et d'intégrer, de régir l'intégration des fenêtres dans la façade, et de donner un langage commun aux 2 matérialités, puisque donc une trame égale un panneau de fibrociment égale un empilement de clins de bois. Donc pour le bois, on est sur du mélèze en clin rainuré de chez Pifto, donc emboîté sur des largeurs de 90 cm. Dernier aspect du projet, la notion et la volonté d'avoir des espaces extérieurs pour tous les logements. Donc ça, c'était un travail fin qu'on a pu faire avec le maître d'ouvrage. On est à Paris, donc dans une densité qui ne le permet pas toujours, mais on est dans une parcelle un peu particulière, en cœur d'îlot, avec son propre paysage. Donc il y avait vraiment cette volonté de pouvoir développer décliner différents types de façons d'habiter l'extérieur. On a vu donc sur les rez-de-chaussée, sur les façades en béton, ces terrasses donc, qui viennent donner l'agrément des logements de plein pied. On voit en étage les façades en fibrociment, donc façades lisses, on les a plutôt travaillées par des creusements. Et c'est l'image qu'on voit de droite, donc de loggia bardées de bois, pour leur donner plus d'intimité, parce que c'est des espaces extérieurs qui sont dans les étages plus bas. Et sur les parties en bois, là au contraire, on a plutôt travaillé une façade épaisse avec l'ajout de balcons suspendus en acier, qu'on va voir un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est les documents d'exé donc en phase chantier. Donc on trouve un mob avec un écran thermique sur sa peau extérieure, de façon à gérer les problèmes de sécurité incendie. Donc il faut savoir que c'est un projet qui est pré-doctrine. Donc s'y appliquent les contraintes donc, de déflecteurs au droit de chaque plancher, qu'on retrouve du coup calé sur les positions des balcons. Et on avait une masse combustible sur les façades bardées de bois importante, donc des C+D d'1,30 m. Et vu le pas d'étage dont je parlais tout à l'heure, on s'est servi finalement des balcons pour participer au C+D, ce qui a amené du coup à l'intégration d'une cornière au sein des planchers, une cornière acier, et donc du coup à une stabilité feu 1 heure de l'ensemble des balcons, calculée par massif T, aussi bien pour la partie acier
que pour la partie bois. Et donc on voit un éclaté de 3D sur la partie droite. Donc ces balcons qui sont composés d'une poutre de rive qui relie les différentes consoles fixées sur les mobs, suspendues à des tirants donc verticaux et diagonales qui ramènent les efforts en nez de chaque plancher de l'étage supérieur. Voilà ces balcons, cette fois-ci en phase prototype. Donc ça devient un petit peu le dessin de la façade, et là on apporte de la préciosité. Il y avait cette volonté donc, de venir réaligner les tirants verticaux avec les lames en T des consoles qu'on voit ici, qui se déclinent en façade en cornière acier qui vient sertir les éléments de bardage bois et devenir l'encadrement de la baie. Et de même, au niveau des parties pleines, de retrouver ces bardages enclins en façade qui se déclinent, eux, en partie horizontale des balcons par ces solives qui portent les planchers avec donc un bac de récupération des eaux pluviales et un platelage bois, ou qui deviennent au dernier étage une pergola pour amener de l'ombre sur les derniers étages des logements. Et on voit comment les autres éléments secondaires, aussi bien de luminaires que de serrurerie, viennent s'intégrer dans cette même trame par vue et garde-corps. Voilà, je finis avec ces dernières images. Donc le levage des balcons, la partie chantier donc et l'ossature métallique à gauche, une fois serti du bardage et des solives bois à droite. Donc ces balcons qui s'étendent dans les étages du R+1 au dernier étage, au R+5, donc avec des vues assez dégagées. On voit les portes de Bagnolet, la porte de Bagnolet à droite ici. Et voilà cette dernière image qui montre finalement comment la mise en œuvre de ces balcons et du matériau bois participe finalement à venir habiter dans les étages au droit des jardins et leur donner une ambiance particulière. Je vous remercie. C'est peut-être le moment de conclure. Effectivement, moi, je souhaite vraiment vous remercier pour l'exploration de ces projets qui, effectivement, on se le disait lorsqu'on préparait cet atelier, qui viennent questionner la notion même de densification, comment la rendre désirable et habitable. Et effectivement, on voit à travers ces projets que la mise en commun des espaces, le soin particulier qui est apporté à l'intimité, aux vues, mais également aux espaces en commun, en font des projets exemplaires et questionnent aussi sur les formes qui pourront intervenir et subvenir. Pour une première, en tout cas, au forum, j'espère que ça vous a inspiré. Je vais juste, je souhaitais moi personnellement rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Roussel, tout à l'heure, en disant que l'architecture, vous citiez Ricciotti, est un sport de combat. Je pense qu'à travers les exemples que vous avez montrés aujourd'hui, vous avez aussi montré que ça pouvait être un sport collectif, et j'espère que ça pourra nous inspirer et à continuer à mettre du bois dans ces projets de la sorte. Merci à vous, merci à tous. Merci également à celles et ceux qui participent. Je pense également aux étudiants, à la régie et à tous ceux qui participent au Forum Bois Construction. Et à très bientôt pour de nouvelles conférences. Merci beaucoup.